bon dia, moltes gràcies per estar ací. Un dia complicat amb la media maratón, la mostra de cinema, pero bueno, ¿vamos allá? Muchísimas gracias entonces y bueno, hoy habíamos pensado una sesión en torno a la noción de peligro, ¿no? Por ejemplo, cómo estamos viviendo cotidianamente, cómo se construye ahora en estos momentos de una manera muy agresiva, muy violenta, la migración como peligro, como un peligro para el cuerpo social, ¿no? Y analizar esta noción de peligro desde dos puntos de vista, uno cinematográfico y otro filosófico. Y para eso nuestros invitados son, en primer lugar, Alfonso Amador, que es guionista, dramaturgo y director de cine, profesor de guión en la Escuela de Arte Dramático de Valencia, hasta ahora, Premios Gair de guión para largometraje Julio Alejandro, co-guionista de la gran obra, cortometraje ganador del Festival de Sundance 2024. Otros cortometrajes, El Presente, Premio Luis Buñuel, 9,8 metros por segundo al cuadrado, sección oficial, Festival de Cannes, 1988. Todo lo que necesitas para hacer una película, mejor guión en Alcalá de Henares, 2002. Y largometrajes en Chaneta, Premio del Jurado, segundo Festival de Cine Online Filmotec, Premio de la Crítica, tanto premio, esto es Premio de la Crítica, 10º Festival de Cine de Madrid, Premio del Jurado, 12 Festival Visual Cine Novísimo y Premio Rizoma. 50 días de mayo, Ensayo para una revolución, que es un documental que hizo sobre el 15M, Caracola, mejor largo documental Festival Alcances Cádiz, Kamagroga, Major Prize Yamagata, Japón, y Marina Unplugged, que es su última película, mejor actriz en la Mostra de Valencia el año pasado, que es en la que él ha analizado esa construcción del discurso de la migración en tanto que peligro, ¿no? A través de un dispositivo escénico muy interesante que conoceremos algo hoy. Tenemos también bienvenue a Laurent Desater, que es profesor de Teoría Legal en la Universidad de Bruselas. Ha sido investigador invitado en universidades de Estados Unidos, Alemania y Japón. Es miembro del comité editorial de las publicaciones Law and Literature y Decalage and Althusser Studies Journal, así como del Consejo Científico del Colegio Internacional de Filosofía. Su trabajo se centra en la historia cultural del derecho, en particular del nexo que relaciona ley y transgresión en la historia de la cultura jurídica europea. Es autor de varios libros que se han traducido a múltiples lenguas. Aquí tengo varios traducidos al español. Y el último, que veremos ahora, y ha sido elegido en varias ediciones una de las 100 personalidades culturales del año por las revistas Les Inrocuptibles y Technicart. Desde febrero de 2020 forma parte del Consejo Asesor de DiEM25, junto a figuras como Saskia Sassen, Richard Sennett, Noam Chomsky, Brian Eno, Slavoj Žižek o Naomi Klein. Su último libro es Elogio del peligro, que está recientemente traducido al castellano, y será un poco su lugar, su punto de partida para, como os digo, vamos a ver este análisis de la noción de peligro desde dos puntos de vista. Empezaremos por la cuestión más escénica, por nuestro amigo Alfonso Amador, que es cineasta. Cuando quieras. Buenos días, mi nombre es Alfonso Amador, soy guionista y director, soy europeo. Muchas gracias por venir y por vuestra atención. Cuenta la leyenda que a principios del siglo XX el jefe samoano Tuaví de Tiabea hizo un viaje a Europa y a su regreso reunió a su pueblo y le dio unos discursos en los que les contaba sobre la extraña forma de vida de los Papalagi, que le había causado gran perplejidad. Los Papalagi son los hombres blancos. Los Papalagi son los europeos, nosotros. ¿Qué se encontraría el jefe samoano si pudiera regresar en nuestros días? Se encontraría probablemente una Europa que paga miles de millones de euros a otros países a cambio de la contención fuera de nuestras fronteras de cientos de miles de personas refugiadas. Una Europa
en la que el sector de la seguridad pasiva, que así se llama, es un sector económico al alza. Una de las empresas con mayor proyección en este sector se llama Passive Security Limited, que se dedica al diseño, la producción y la distribución de concertinas de alta seguridad. Está a punto de firmar un contrato masivo a gran escala con un gobierno centroeuropeo. Esta empresa ofrece en su catálogo hasta 11 tipos de concertinas, pero su producto estrella son las Arrowblade, estas que veis aquí, cuyo acabado en forma de flecha produce un efecto anzuelo que le llaman, que al parecer tiene máxima eficacia. Dicen sus responsables, sin embargo, que en realidad cortan menos que una lata de atún, que su efecto disuasorio es una cuestión puramente visual. Papalaghi es una ficción impresionista, una suerte de mosaico fílmico compuesto a base de impresiones, escenas, circunstancias, situaciones, gestos, vistos y oídos alrededor de esta empresa que los amantes del guión canónico bien podrían considerar el protagonista de la película. Impresiones como, por ejemplo, las calles en cuadrícula del polígono industrial donde tiene su sede la empresa. Llevan nombres de músicos y compositores europeos. Calle de Mozart, calle de Verdi, calle de Puccini, calle de Herbert von Karajan. Herbert von Karajan, que es quien a partir de un fragmento de la Novena Sinfonía de Beethoven hizo un arreglo y compuso el himno oficial europeo que venimos de escuchar. Herbert von Karajan, que el 9 de noviembre de 1938, la noche de los cristales rotos en Berlín, antes de que estallara la violencia, dio un concierto en esa ciudad en el que representó Tristán e Isolda de Wagner. Un hombre de profesión auditor visita la fábrica para la concesión, la tramitación del ISO 9001, un certificado de calidad acorde con los estándares de la Unión Europea. Pero cuando llega a su casa después de un día largo de trabajo, trabajando un poquito más en su despacho, escucha golpes y gritos bajo su balcón. Paralizado por el miedo, cierra el balcón y se adentra en el interior de su casa hasta llegar al salón, donde se pone música, coge unos auriculares y reproduce posiblemente la novena de Beethoven. Una mujer comercial en la empresa que está negociando este masivo contrato, pero a la hora de la firma es relegada en favor de un compañero suyo de departamento, también comercial, que resulta ser el hijo del jefe de la empresa. Barquillo. Una playa, un domingo soleado, a orillas del Mediterráneo. Hay quien vende barquillo, hay quien vuela una cometa, hay quien juega a las palas. Una mujer toma el sol con conchas que le tapan los párpados. Dos trabajadores de la limpieza retiran docenas de chalecos salvavidas de color naranja para limpiar la playa. Un hombre mira al horizonte ensimismado. Es húngaro, ha venido a la ciudad a firmar un contrato. Una asamblea de trabajadores y trabajadoras en la fábrica en la que se discuten las nuevas condiciones laborales surgidas a raíz de la firma del contrato. Un camionero joven que emprende su primer viaje internacional para entregar un cargamento de manera urgente de concertinas en algún lugar del centro de Europa. Papalaghi es una película que está en fase de escritura, todavía está en busca de imágenes y también en busca de aliados, de socios productores que se embarquen desde ya para intentar financiarla, una financiación que a mí me parece que podría perfectamente ser una coproducción europea. El 2 de agosto de 1914, un Papalaghi ilustre, Franz Kafka, hace una entrada en su diario. Alemania ha declarado la guerra a Rusia. Por la tarde fui a nadar. Muchas gracias por su atención. Me decía Miguel Ángel, me interpelaba para hablar en torno al peligro, pero desde mi práctica cinematográfica. Desde el presente de mi práctica cinematográfica incluso. Esto que acabáis de presenciar es mi más estricto presente.
Papalagui es una película que llevo 1 año y medio trabajando que habla de la condición moral de Europa en torno al peligro de la inmigración. Y lo que habéis escuchado y lo que habéis visto es el pitch que di hace 3 meses en la Academia de Cine, delante de prácticamente toda la industria española, para vender la película. Es la parte más ingrata de la práctica cinematográfica. No sé cuán familiarizados estáis con la industria del cine. Pitch es la palabra que se utiliza, que seguramente viene del lanzamiento del bateador en el béisbol, para referirse a la presentación del proyecto en busca de inversores, en busca de dinero. En España una película se hace así, en términos generales, aunque hay variaciones. Cuando uno tiene el presupuesto, busca dinero. El dinero sale hasta un 50%, en la mayoría de las películas, de las ayudas públicas, del dinero que destina el gobierno a la política cultural del Estado. El resto, el otro 50%, sale de capital privado. Básicamente, televisiones privadas y desde hace un par de décadas, las plataformas, que de facto dominan el mercado. Las plataformas llaman a las series, a las películas, contenidos. Y a los proveedores de esos contenidos nos llaman creadores de contenidos o productores de contenidos. Claro, yo cuando pienso en la práctica cinematográfica, en mi trabajo como cineasta, más bien evoco la figura del bufón, ese que le dice las verdades al príncipe, normalmente acaba con la cabeza, que le corten la cabeza. O de una manera un poco más irritante, la del bardo de Asterix, es el que le tapan la boca y le suben a un árbol para que no les dé la tabarra en la cena. Vale, el desplazamiento de términos me parece que no es algo baladí, sino fundamental. La palabra contenidos creo que afirma, sentencia el triunfo, el advenimiento de diagnósticos que se dieron en la segunda mitad del siglo XX de críticos y teóricos del cine, como por ejemplo la conversión de la imagen en mercancía de Debord en la sociedad del espectáculo, la muerte del cine en favor del imperio audiovisual de Erice, o la naturaleza moral del traveling. Toujours Godard. Un poco abrumado pensando en el nivel del auditorio, he intentado no hablar de Godard. No vaya a ser que cayera en un lugar demasiado común. Pero a la hora de poner en palabras lo que normalmente es una práctica más o menos instintiva, a la hora de reflexionar sobre eso y compartirlo, me resulta imposible no tirar de Godard. En la revisión de su trabajo me he encontrado, para mi sorpresa, con que tiene muy mala prensa. Hay muchísimos detractores y muchísima gente que piensa que es poco menos que un cantamañanas. Yo no estoy en absoluto de acuerdo. A mí me parece que no importa si te gusta o no te gusta, no importa si entiendes mucho, poco o nada, no importa lo que te cabrees con su criticismo, toda su obra es como una inmensa caja de herramientas de donde puedes sacar lo que quieras. O de una manera más literaria, un yacimiento arqueológico lleno de capas y de posibilidades. Por ejemplo, no he encontrado un ejemplo más claro a la hora de hablar del compromiso entre la práctica cinematográfica y el presente que un corto de Godard que entrega a Chris Marker en 1967 para componer una película colectiva que se llamó Lejos de Vietnam, que era una película contra la guerra de Vietnam. Quien dice Vietnam, hoy en el 24 dice puntos suspensivos. Vamos a ver un fragmento. Bueno,
Yo estoy lejos de París, de Vietnam, yo vivo en París y soy un cineasta. Así que esta es la película que yo tengo que hacer sobre Vietnam. Este es el cine que yo ofrezco sobre Vietnam. Luego el corto continúa, pero lo he cortado para no extendernos demasiado. Y lo que habla es de crear un Vietnam en cada uno de nosotros. Y habla de las huelgas que hay en Francia en ese momento, y habla de las películas que él tiene por hacer, etcétera, etcétera. El cine es una forma que piensa. Esto es uno de los mantras que repite insistentemente en sus historias del cine Godard. El cine es una forma que piensa, que me parece que abre muchísimas posibilidades, que van mucho más allá de la forma, de los contenidos que exigen hoy, que se exigen para que se cuente el mundo de una determinada manera. Me parece que toda la obra de Godard es un manual de instrucciones para buscar posibilidades a la forma. Si nos ponemos un poco constructivistas y pensamos que el lenguaje construye el mundo o un mundo, el lenguaje con la imagen y su forma también construyen un mundo. Y esto es lo que yo creo que Godard nos propone todo el rato. Dice Messier de Souter, que en algún sitio lo he leído, que dice que hay que buscar herramientas diferentes. La forma que piensa sería una de esas herramientas. Papalagui es una película por venir. Pero hay otra película a la que se ha referido Miguel Ángel, Marina Amplat, que es puro presente. Rayana en la actualidad es una película que se estrena la semana que viene en Madrid y aborda otro de los temas de nuestro tiempo, que es el auge de la ultraderecha. Os explico un poco el dispositivo. La película es un falso documental, rodada en blanco y negro y en 4/3, al modo de los documentales de cine directo de los documentalistas americanos de los años 60. La cámara el equipo de cine sigue a una líder de ultraderecha en auge en nuestro país que está ensayando un monólogo político, concebido como una herramienta de comunicación política complementaria a la de los mítines de masas y con eslogans. Está esta otra que sería destinada a hacer una gira en cafés pequeños, a media voz, en bajito, en una representación en la que Marina explica con tiempo por delante y reflexión su forma de ver el mundo, su ideología. Entonces vamos a ver un fragmento. Es una película que funciona, desgraciadamente o no, entera. Pero claro, esto era imposible. Entonces he elegido un fragmento un poquitín más largo de lo que debería ser un fragmento de una presentación, pero no he encontrado otra manera para que se entienda bien no solo lo que vamos a ver, el contenido de lo que dice, sino la forma. Hoy somos 500 millones de europeos. El año pasado vinisteis a nuestras costas 120.000 de vosotros. 120.000 para hacerse un hueco junto a 500 millones. ¿Tiene esto pinta de amenaza? ¿Deberíamos los europeos estar tan asustados? Esto solo quiere decir que cada 4.167 europeos deberíamos ocuparnos de una sola persona. ¿Es esta la invasión de la que nos estamos defendiendo? ¿Sois vosotros los bárbaros? Por otra parte, ¿no creéis que, después de lo que hemos dicho que Europa os hizo, es hora de devolver algo a cambio? Acelera un poco. ¿Una retribución histórica en forma de hospitalidad es tan alto precio para saldar una deuda sangrienta y descomunal? Solamente nos haría falta un poquito de todo el valor que vosotros tenéis para eliminar las fronteras entre Europa y África, entre Europa y Oriente Medio.
acercarnos a las playas y recibiros con los brazos abiertos. Si de mutuo acuerdo barriéramos todas las fronteras del cuerpo de Europa, las descosiéramos y las arrojáramos al basurero de la historia, la economía mundial crecería en un 70%, 35 trillones de dólares. Pero esto solamente... Claro, 35 trillones de dólares. Pero esto solo podría funcionar si vosotros nos ayudáis, si venís, si arrimáis el hombro al nuestro. Hay muchos trabajos que nosotros no queremos hacer y que vosotros estaríais encantados de realizar. Ha llegado la hora de reconocer que os necesitamos. Bienvenidos, bienvenidas. Nunca renunciéis a vuestro sueño. Os está esperando. ¡Qué lujo poder pensar así! ¿Verdad? ¡Qué lujo poder hablar así! Qué lujo poder abrir los brazos y recibir el abrazo de aquellos que gracias a ti van a poder seguir viviendo en una realidad áspera como arena en la boca. Qué gusto poder empaparse con las dulces lágrimas de los hermanos del género humano. Qué maravilla poder abrazar mitos, cuentos, ficciones y pensar y actuar y vivir iluminados solo por ellos. Como si el agua del mar no encharcara los pulmones, como si las púas de las concertinas no abriesen la carne. En verdad somos ricos los europeos, pues no hay mayor riqueza que permitirse vivir de espaldas a la realidad. Qué maravilla poder convertir en mito hasta las frías cifras que cuentan cruces. Texto. Europa a la búsqueda. Europa a la búsqueda del suplemento del alma. Hospitalidad sin fin, sueños por cumplir. Hermanos reencontrados, retribución histórica. Qué ligero debe navegar el espíritu. Qué dulce la conciencia. Con la cantidad de trabajos pesados que nosotros los europeos, hijos mimados de la historia, no queremos hacer y que vosotros estaríais encantados de realizar. No se trata de poner a un inmigrante en su mesa. Póngalo a limpiar su casa, a cuidar a sus débiles. Póngalo a humillar su columna vertebral sobre la tierra de su suelo patrio. Hágale un hueco para limpiar su basura. Y luego somos nosotros los racistas, los xenófobos. Nos llaman racistas, nos llaman xenófobos. No obstante, el emperador está desnudo. Nos lo llaman porque está prohibido, porque no se puede ser ni lo uno ni lo otro, porque quien lo fuera estaría atentando directamente contra el mito de nuestro tiempo, contra las verdades autoevidentes que lo fundamentan. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Todo este discurso de cálida bienvenida reposa sobre ese mito de nuestro tiempo, el de los derechos humanos, que no vamos a cuestionar, ¿verdad?
pero vienen aquí a morir. Y yo pregunto, ¿quién gestiona políticamente ese dolor? Los políticos. Pero, queridos, sobre todas las cosas, los políticos mienten. Y mientras dicen lo mismo que los del cálido abrazo y las dulces lágrimas, lidian con la realidad a escondidas. Les abren los brazos y a la vez pagan a los gobernantes de los países de origen para que repriman su viaje. Saludan en diferentes lenguas y meten sus cadáveres bajo la alfombra de nuestro mar común. Alguien tiene entonces que coger la realidad por la solapa, quitarle los mitos y las ficciones de la cara y domarla, contenerla o lo que fuere necesario para tal vez transformarla. Alguien tiene que dar una palabra al frente, alguien tiene que contar las sílabas, alguien tiene que salir al mar antes de que lleguen a la costa y darles la bienvenida a la realidad. Alguien, por mucho que duela. Cuando os miro veo sobre todo hombres jóvenes, fuertes, sanos, llenos de esperanza y ambición, llenos de sueños. ¿Por qué no? Muchos os hablan de sueños. ¿Cuál es tu sueño? Trabajo, ¿verdad? Seguridad, protección, Otro que dice otra cosa ya. futuro. Supongo que la mayoría de vosotros imagináis Europa como un paraíso en el que trabajo, protección, seguridad, futuro cuelgan de los árboles como la fruta madura cuelga de los vuestros. Pero yo tengo que contaros algo sobre Europa. Deciros cómo es la realidad, los hechos, porque creo que os merecéis conocerlos. Mirad, solo el año pasado vinieron a Europa 120.000 migrantes. Te levantas. Gente como vosotros. La protección, la seguridad. La protección, el trabajo, la seguridad, el futuro cuestan dinero. Tal vez no lo hayáis pensado. Tal vez no lo hayáis pensado y es normal porque lo último en lo que hay que pensar cuando se da o se solicita Camina. ayuda es en el dinero. Cada uno de vosotros cuesta 40.000 euros solo en el primer año. Podemos hacer el cálculo global. 120.000 por 40.000 igual a 3.100 20. 3.100 y pico millones. 120. 3.120 millones de euros. Eso es. Eso es lo que cuesta la inmigración de un año en Europa. Déjales que cuenten. La migración en masa no es un paraíso, es una catástrofe. Donde comen 2, comen 3, comen 4, comen 10, pero no 120.000. Es imposible. Ya sé lo que vais a decir. Que daréis mucho más de lo que recibís. Y lo sé, porque yo diría lo mismo, pero dejadme que os lo explique de una manera muy sencilla. El 55% de vosotros no vais a trabajar nunca en Europa. Espero que vosotros os contéis en el otro 45%. En el caso de que consigáis asilo, lo cual es muy poco probable, porque nuestros políticos os abren los brazos cuando necesitan una fotografía, pero luego en el día a día ya sabemos cómo actúan. Bla, 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 bla. Es verdad. Sin chillarles, ¿eh? La realidad es que la mayoría de vosotros no vais a trabajar en vuestra vida. De modo que solo recibiréis. Tomaréis nuestro dinero. Imagina que vas en una barca. Solo tú y 2 niños. Uno de ellos es tu hijo. El otro no. Contra todo pronóstico se desata una tormenta. Lluvia, viento, olas, golpes de mar. En uno de esos golpes de mar, los 2 niños acaban en el agua. Ninguno de los 2 sabe nadar. No hay chalecos salvavidas. Lo único que puedes hacer para intentar salvarlos
es lanzarte al agua, nadar a por ellos y arrastrarlos de vuelta al bote. Ay, pero en la caída se han separado. Los dos están a la misma distancia de ti, pero ir a por uno significa necesariamente dejar morir al otro. Tú eliges. Piénsalo bien. Los dos son seres humanos nacidos iguales en dignidad y derechos. La única diferencia entre ambos es que uno de ellos es tu hijo. En realidad, llegado el caso, no necesitarías pensarlo. Tu cuerpo se lanzaría hacia el retal de mar en el que se ahoga tu hijo. No tendrías otra alternativa. Si quieres, puedes quitar el amor de la ecuación. Aunque solo fuera por instinto, te lanzarías directo hacia la sangre de tu sangre. Porque no es una decisión racional, ni ideológica, ni siquiera ética. Es un impulso antropológico. Sangre de tu sangre. La materia se impone sobre la idea. Esta sí es una verdad autoevidente, una ley natural. Los nuestros primero. Dura luz. Acabo. Cuando hablamos de peligro, claro, uno piensa, ojo, peligro. En la acepción coloquial del peligro pareciera que es algo que no está, pero avanza hacia nosotros, que acecha, que amenaza. Sin embargo, hasta donde he podido entender, Logan habla del peligro como algo que existe, algo forcluido de la realidad, algo que desafía al presente. Entonces, a lo mejor estaría bien que el cineasta bufón y la forma que piensa, en lugar de conjurar el peligro, se convirtieran en ese peligro, frente a un orden cinematográfico dado. El cineasta más peligroso, sin embargo, no es Godard, es Buster Keaton. En una película de 1927, cinco segundos absolutamente despreciados en la trama, que parece que Buster Keaton no se ha dado cuenta, absolutamente orgánicos. Él va con el paraguas, cubriendo a su madre y empapándose él, pero como está consternado porque su amada no le quiere, se pasa de la casa. Su madre se mete en la casa y en esa reacción natural y orgánica, Buster Keaton camina bajo la lluvia, empapándose él, con el paraguas cubriendo a nadie. He violentado un poco la imagen, la pones para que se pueda ver un poco mejor esto de lo que hablo. No se puede hacer mejor, para mí. Es decir, es forma que piensa, es afecto, es humanidad, es cuidado, es el cine en su pura esencia. Es Rossellini antes de Rossellini. Decía, Bertolucci le hacía decir a uno de los personajes en una de sus primeras películas que no se puede vivir sin Rossellini, y es cierto, pero yo digo que no se puede vivir sin Buster Keaton. Entonces, he hecho una especie, para terminar, una especie de GIF un poco alargado que vendría como a condensar, resumir los ingredientes o los ideales de lo que podría ser un cine del presente peligroso. Muchas gracias. Bueno, vale, gracias. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, para quienes no habéis estado en el cine en Mundos por Venir anteriormente, no hacemos como dos presentaciones completamente diferentes y luego convergemos, charlamos un poco y abrimos a cuestiones que el público puede proponer.
Entonces ahora Laurent hablará de la noción de peligro en el libro que acaba de traducirse al castellano. Bonjour à toutes et à tous. Pardonnez-moi de parler en français. Vous avez vraiment pas envie que j'essaie de parler espagnol, je vous assure. Ce serait très, très, très embarrassant pour tout le monde. Donc, pardonnez-moi pour ça. Merci de votre accueil. Merci à Miguel et à Maria José de cette invitation et d'avoir organisé tout ça. Je vais essayer de vous parler pendant disons une vingtaine de minutes, d'essayer de vous expliquer comment j'en suis venu à réfléchir à la question du danger et comment cette question, plutôt que de l'examiner comme on aurait tendance à le faire d'habitude, c'est-à-dire comme quelque chose qui serait de l'ordre d'une émotion, d'une inquiétude, d'un événement qui serait un événement de nature psychologique, intérieure, ou bien au contraire un événement qui serait de nature purement biologique, lié à des stimuli naturels vis-à-vis desquels nous aurions des réactions qui seraient des réactions spontanées. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est à quel point l'idée de danger est une idée qui est une idée construite, une idée fabriquée, une idée qui a une histoire, et une histoire qui est indissociable, une histoire qu'il est impossible de séparer de l'histoire de l'idée de sécurité. L'une ne va pas sans l'autre, et l'une comme l'autre sont des idées construites, l'une comme l'autre sont des idées qui sont des idées politiques, l'une comme l'autre sont des idées qui ont une vocation profonde de police des comportements. C'est ce que je vais essayer de vous raconter à travers un certain nombre de petits détours, j'espère pas trop indigestes. Mais avant de faire ça, j'aimerais juste rebondir sur quelque chose que Alfonso vous a dit tout à l'heure, au tout début de son exposé, lorsqu'il vous a fait entendre, ça m'a beaucoup fait rire, lorsqu'il vous a fait entendre le fameux hymne à la joie que Herbert von Karajan a extrait du 4e mouvement, a extrait, disons, du thème de la 9e symphonie de Beethoven. Parce que ça m'a rappelé quelque chose. Ça m'a rappelé une soirée à Bruxelles où quelqu'un que j'aime beaucoup, le grand philosophe slovène Slavoj Žižek, était venu parler précisément d'un de ses livres. Et c'était il y a une dizaine d'années. À ce moment-là, Žižek c'était Dieu, il était au sommet de sa gloire. Et donc, il arrive à Bruxelles, une des plus grandes salles de concert de Bruxelles, la salle Henri Leboeuf du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 2250 places, était sold out depuis des semaines, et il vient parler de l'Europe. Et il commence un discours, l'Europe, qu'est-ce que c'est que l'Europe ? Et à un moment donné, il s'arrête et il dit « Mais pour comprendre l'Europe, il faut écouter l'hymne à la joie. » Et il fait écouter à cette salle immense, remplie de gens, il faisait très chaud. Il fait écouter l'hymne à la joie et il dit « Vous savez, cet hymne à la joie, bon, ça vient plusieurs fois dans la symphonie. Ça vient, ça revient. Et ça vient et ça revient jusqu'à un moment en particulier. Et ce moment, je vais vous le faire écouter. » Et il fait écouter ce moment, cette reprise de l'hymne à la joie dans le 4e mouvement de la 9e symphonie, la montée, le chœur, et puis soudain le silence, et on entend une note très grave de basson à la fin de cette reprise. Et Žižek, avec son humour habituel, dit « And his, many tics, do you hear that? Vous entendez ça? Ça, it's the European fart. » C'est le paix européen, c'est le prout européen. Et ce prout européen, c'est quoi? C'est le début
de ce qu'on appelle dans la 9e symphonie la marche turque. La marche turque est le déchet obscène sur lequel la construction glorieuse de l'hymne européen s'est construite. Ça m'a fait beaucoup rire à l'époque. Pourquoi? Parce que c'est vrai. C'est Jacques Lacan qui disait évidemment que la vérité a structure de fiction. Moi, j'ai l'impression que la vérité a toujours structure de comédie. C'est pour ça que la tragédie est quelque chose que je trouve insupportable, parce que la tragédie est effectivement quelque chose qui est de l'ordre de la sécurité et quelque chose qui est de l'ordre de la police. J'aime pas la tragédie. La tragédie, c'est ce qui vient nous rassembler autour d'un récit qui est le récit d'une catastrophe annoncée contre laquelle il faut se prémunir, c'est-à-dire contre laquelle il faut remettre, ou pour éviter laquelle il faut remettre notre destin entre les mains de ceux qui savent. La comédie, Buster Keaton, c'est le réel. Et il y a dans cette idée du paix européen, du European Fart, que Zizek avait vu, quelque chose de l'ordre d'une comédie immense, qui est une comédie, la comédie du réel de l'Europe, une comédie dont c'est un autre point de relation avec ce qu'a dit Alfonso, la comédie qui pour moi était aussi le grand génie de Godard. Godard est pour moi le plus grand auteur de comédie du cinéma et sans doute un des plus grands humoristes du XXe siècle. Voilà, mais je ne suis pas là pour parler de Godard et je ne suis pas là pour parler de Lina Lajoie, mais voilà, c'était juste deux choses qui m'étaient venues. Je suis là pour essayer de vous dire 2-3 trucs, j'espère pas trop débiles, sur l'idée de sécurité et sur l'idée de danger. À nouveau parce que l'un ne va pas sans l'autre. Alors, ces choses que j'ai à vous dire sont des choses qui ne sont pas simples à raconter, parce que ce sont des choses qui ont rapport avec la langue, avec la manière dont nous parlons, ou plutôt avec la manière dont nous sommes parlés. Parce que contrairement à ce que nous imaginons souvent ou nous pensons souvent, la langue, le langage, n'est pas un outil, un instrument, quelque chose que nous posséderions et avec lesquels nous pourrions faire ou ne pas faire un certain nombre de choses. Mais la langue, c'est quelque chose qui parle à travers nous. C'est quelque chose qui, comme le disait Roland Barthes dans sa grande leçon inaugurale au Collège de France en 1977, la langue est l'incarnation d'un certain type de fascisme. C'est le mot qu'il utilisait. Fascisme qui est non pas le fascisme de l'interdiction, mais le fascisme de l'obligation. La langue nous fait dire des choses parce qu'elle nous fait penser des choses et elle nous fait voir des choses. Et ce qui ne tombe pas dans l'espace de ce que la langue nous aide à voir, à penser et à dire, simplement n'existe pas. Donc la question de la langue est très importante lorsqu'on parle de danger, de péril, de risque. Et moi qui vous parle en tant que francophone, j'ai des mots qui sont des mots que vous n'avez pas. Par exemple, j'ai découvert que ce livre, qui s'appelle Éloge du danger en français, vient d'être traduit en espagnol sous le titre de Elogio del peligro. Peligro, c'est le mot qui en espagnol désigne à la fois le péril, le danger, peut-être la menace. En français, le péril et le danger sont deux choses très différentes. La langue parle, la langue divise, la langue est ce qui nous permet d'opérer des distinctions dans le monde. Et donc c'est de la langue effectivement que je vais vous parler. Et en particulier des liens qui existent entre danger et une très vieille institution romaine. Vous savez, on oublie très souvent ce qui n'est pas du tout un détail, c'est que nos langues, l'espagnol, le français, l'italien, le portugais, le roumain, d'autres, nous sommes tous plus ou moins des enfants de Rome, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Nous sommes tous plus ou moins des enfants de la manière dont les Romains ont opéré un certain nombre de distinctions dans le monde, qui sont des distinctions qui sont devenues des distinctions inévitables, des distinctions qui sont devenues des règles, des normes, qui sont devenues des lois, des distinctions qui sont des distinctions de nature profondément juridique.
Et en effet, lorsque l'on parle de danger, lorsque l'on gratte l'histoire de la langue, lorsque l'on va voir d'où naît l'idée même de danger, on se rend compte qu'elle apparaît il y a 2500 ans dans un certain nombre d'inventions romaines, d'inventions de juristes romains, au premier rang desquels se situe la propriété privée. En latin, dominium. Dominium qui est la chose qui appartient au maître, au dominus, c'est-à-dire à celui qui possède la capacité de faire ce qu'il désire, et je dis bien il, parce que évidemment ce n'était que des hommes, ce qu'il désire de ce qu'effectivement il lui appartient. Dominus, domination, maison, propriété, tout cela appartient à un seul univers de signification. La propriété, c'est cette chose sur laquelle un maître, un dominus, peut exercer sa domination de telle manière qu'il puisse la détruire. Avoir la propriété sur quelque chose, c'est dominer une chose jusqu'à pouvoir la détruire absolument. Cela implique des biens, des choses, des objets, des valeurs, mais ça implique aussi des êtres vivants, des enfants, la femme, les esclaves. Tous font partie de ce qui se situe sous la domination. La main, la manus du dominus, qui a la capacité de les détruire. Or, il se fait qu'en français, c'est différent en espagnol, mais il se fait qu'en français, cette origine de la propriété liée à la maîtrise, à la domination et à la destruction, elle s'entend encore dans le mot danger. Danger, dongier en ancien français, appartient à la même racine, si vous voulez, linguistique, qui est celle de ce que les linguistes ont appelé dème, la racine dème qui implique précisément la mainmise, la main sur quelque chose qui nous appartient. Le danger, si vous voulez, du point de vue de l'histoire de la langue, ce n'est pas juste une menace obscure qui viendrait du dehors. Le danger, c'est se trouver dans une situation telle que quelqu'un qui a un pouvoir sur vous peut vous détruire. C'est ça le danger. Ça, il faut s'en souvenir, c'est très important. C'est très important parce que cela signifie quoi? D'abord que parler de danger, c'est parler de règles. Parler de danger, c'est parler de droit. Parler de danger, c'est parler de l'organisation politique d'une société qui a fait du droit et des règles, et de leur lien avec la propriété, quelque chose comme son centre, son cœur, la chose la plus importante, ce qu'il s'agit de protéger pour qu'un certain ordre des choses puisse être aussi protégé. Cet ordre des choses, c'est ce qui évidemment porte le nom de sécurité. La sécurité, c'est le moment où, en effet, la mainmise du propriétaire sur ce qui lui appartient est garantie. C'est pour ça que j'ai toujours eu personnellement des difficultés à comprendre pourquoi nous étions si obsédés par la sécurité. Pourquoi il semble si évident pour nous que la sécurité doit être quelque chose de recherché, de désiré, comme si nous aurions besoin de cela. On le voit encore jusque dans un certain nombre de mouvements militants contemporains, avec lesquels je suis tout à fait d'accord par ailleurs, mais qui réclament de toute force la possibilité d'espaces sécurisés, de safe spaces. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous obsédés par cela? Eh bien, nous sommes obsédés par cela parce que c'est encore à travers notre bouche que parle en effet l'ordre général du danger sous lequel nous vivons et sous lequel nous existons. Vous savez, les récits de sécurité, comme les récits du danger, sont aussi des récits qui ont une histoire, et une histoire ancienne, et une histoire qui nous renvoie à
des interprétations du monde qui sont des interprétations reposant sur des partages considérés comme inévitables. Le récit classique de la sécurité, c'est ce récit que vous pouvez trouver, par exemple, au début des lois de Platon. Quand Platon raconte cette fable que vous avez entendue tous 1000 fois, qui est de dire « Ah, avant, c'était le chaos. Avant, c'était les barbares. Avant, c'était la violence de tout le monde contre tout le monde. Et puis, nous avons inventé les lois. Et depuis que nous avons inventé les lois, c'est la fin du chaos. C'est la fin des barbares. C'est la fin de la violence de tout le monde contre tout le monde. » C'est un récit, ce récit-là, ce récit de l'avant chaotique par rapport à un présent qui serait un présent sécurisé parce que distinct du chaos. Ce récit-là est un récit qui a traversé toute l'histoire de l'Occident. C'est un récit que vous trouvez chez des juristes romains. Quand vous ouvrez les instituts de Justinien, la grande compilation de toutes les règles et normes romaines qui a été compilée sous l'empereur Justinien au 5e siècle de notre ère, après 1000 ans de droit romain, vous trouvez aussi des fragments de récits attribués à des juristes, en l'occurrence un très grand juriste romain qui s'appelait Ulpien, qui reprend ce récit. Avant que le droit n'existe, Rome était, etc. Maintenant que le droit existe, enfin, nous sommes tous dans des situations qui sont des situations, enfin, de sécurité, de désirabilité, etc. etc. Vous connaissez l'histoire du Léviathan de Thomas Hobbes et de cette scène primordiale du contrat social. Avant le contrat social, homo homines lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Voilà. Vous connaissez aussi peut-être cette figure du grand juriste autrichien Hans Kelsen, qui, entre les 2 guerres mondiales, très préoccupé par ce qui se passe dans son pays, décide d'inventer une théorie du droit qui est une théorie du droit purement logique, la Reinheitslehre, la théorie pure du droit. Théorie pure, sauf au moment où il s'agit pour lui de parler de ce qu'il admirait le plus, c'est-à-dire la possibilité nouvelle pour lui d'un ordre international qui ne serait plus simplement un ordre juridique des nations, mais un ordre juridique du monde entier. Et il a un passage extraordinaire dans son livre dans lequel il dit précisément ce que l'ordre juridique international nous permettra d'atteindre, c'est ce qu'il appelle la pacification. Et il a une description, un paragraphe dans lequel il dit « Avant, c'était la vendetta, c'était le règne de la vendetta. Maintenant, enfin, nous vivons dans une époque où la vendetta n'est plus possible. » Même un esprit logique, tranchant, impitoyable comme celui de Kelsen, répétait encore 2500 ans après ce récit débile du chaos avant et de l'ordre après, comme si l'ordre était préférable au chaos. Outre le fait que le chaos en question est évidemment un chaos mythique, c'est un chaos qui vient littéralement de la cosmologie et de la cosmographie grecque. Chaos, fils de la nuit, qui est l'espace de l'indétermination absolue de tout, et d'où soudain est rendu possible quelque chose comme l'ordre d'une cité qui se distingue de l'indistinct, qui fabrique une distinction, une séparation, une, division, là où régnait la confusion de tout. Cette scène inaugurale qui figure chez Hésiode, qui figure dans les premiers mythes grecs, le chaos primordial et l'apparition soudain du cosmos, du monde reposant sur la séparation, la distinction, c'est-à-dire précisément le langage, donc la loi. C'est cette scène-là qui se retraduit dans tous les discours politiques, qui jusqu'à nos jours tentent de nous faire croire que la sécurité est effectivement ce qui nous permettrait d'éviter le chaos. La sécurité serait ce qui nous permettrait d'éviter l'indésirable que serait le chaos, sans que jamais, nulle part, à aucun moment, on nous ait dit pourquoi, bon sang de bonsoir, le chaos serait-il indésirable? C'est quoi le problème avec le chaos? Si vous avez une réponse,
je serais ravi de vous entendre. Moi, je ne vois pas de problème avec le chaos. Le problème avec le chaos n'existe que du point de vue de la loi, n'existe que du point de vue d'une compréhension du monde qui repose sur la manière dont la loi opère ces distinctions et en opérant ces distinctions, divise le monde d'une certaine manière, c'est-à-dire établit dans le monde un ordre des choses avec des places distinctes qui seraient réservées à telle personne, à telle chose, à tel objet, places distinctes auxquelles serait à chaque fois reconnu tel droit spécifique, tel devoir spécifique. Par exemple, le droit du propriétaire à détruire ce qui lui appartient. Personnellement, je considère que le droit d'un propriétaire à détruire ce qui lui appartient est beaucoup plus chaotique que tous les chaos que vous pouvez imaginer. Quand je parle effectivement du danger, et donc quand j'essaye de réfléchir à la question du danger, j'essaye donc d'y réfléchir à l'intérieur de cet espace-là, de cet espace du récit de la sécurité, de la manière dont le danger s'inscrit dans l'ordre de la loi, et aussi de la manière dont, confronté à cet arrière-fond, ce paysage, cette chose qui parle à travers nous, nous pouvons nous poser la question de savoir, OK, que faire? Est-ce que nous sommes obligés de réfléchir à la question de la sécurité et du danger uniquement dans ces termes-là? Est-il possible qu'à l'intérieur de cette structuration mentale, psychique, philosophique, politique, juridique et policière, il existe la possibilité d'une trajectoire de sortie, d'une ligne de fuite, comme disait Gilles Deleuze? Est-ce qu'il est possible que cet appareillage de distinction inclut ou puisse inclure une exception? Et ce qui m'intéresse, toujours, dans tous mes travaux, c'est toujours cette possibilité de l'exception à l'intérieur d'un dispositif qui a l'air d'être un dispositif intégralement fasciste, comme par exemple le dispositif de séparation, de distinction entre sécurité et danger. Et dans Éloge du danger, j'essaye de partir à la recherche de cette possibilité-là. Et j'essaye de partir à la recherche de cette possibilité, au fond, depuis le cœur même du danger, depuis le cœur même de la domination, du dominus, du dominium, qui forme le cœur de la conception occidentale du danger. J'essaye de trouver, à l'intérieur de cette logique qui a l'air d'être une logique de mort, de destruction, quelque chose qui puisse, au fond, nous appeler à résister, si vous voulez, à l'appel de la sécurité qui semble en former la trame sous-jacente. Alors, je ne vais pas vous dire, évidemment, parce que ce serait un spoiler un petit peu dégueulasse, je ne vais pas vous dire exactement en quoi cette possibilité consiste. C'est dans le livre. Mais je peux quand même essayer de vous indiquer, disons, une piste. Et cette piste, elle se trouve à l'intérieur même de l'institution de la domination ou de l'institution de la propriété, de cette institution du pouvoir de destruction. Parce que, en réalité, comme toujours, la question de la capacité de détruire, en tout cas c'était le cas chez les Romains, est une question qui n'est reconnue à un individu que dans un second temps. C'est-à-dire que le maître, qui peut tuer ses enfants, sa femme ou ses esclaves de manière parfaitement légitime, qui peut détruire tout ce qu'il possède parce que c'est à lui, le maître, au fond, est lui-même une sorte de produit, une sorte de conséquence de quelque chose qui le dépasse. Et ce quelque chose qui le dépasse, pour les Romains, c'est le fait que la propriété, ce n'est pas la sienne. C'est le fait que lui, le maître,
est le serviteur de sa propriété. Ce qui importait pour les Romains, avant tout, c'était la propriété au sens matériel. C'était ce qu'ils appelaient le patrimoine, patrimonium. Et tout leur dispositif juridique, tout leur droit, qui est encore notre droit, reposait sur le fait que les personnes, les sujets, ceux qui possèdent les droits, sont des simples fonctions de la propriété. Ce ne sont pas les agents, les maîtres absolus au sens presque métaphysique du terme de ce qu'ils possèdent, mais ils sont eux-mêmes possédés par ce qu'ils possèdent. Ce qui intéressait les Romains, c'était comment faire continuer les choses. Pour pouvoir faire continuer les choses, il faut des personnes. Mais les personnes ne sont que des fonctions des choses. Les choses, d'une certaine manière, sont premières. Alors, évidemment, qu'est-ce que ça nous dit, cette histoire? Ça nous dit que les Romains étaient vraiment matérialistes et que c'était des gros connards qui vraiment considéraient que le pognon avait plus d'importance que les personnes. OK. Mais ça nous dit aussi autre chose de plus intéressant pour nous. Ça nous dit le fait que les lieux où l'on croit maîtriser sont précisément, comme le langage chez nous, des lieux où on est maîtrisé. Il y a quelque chose en dehors de notre pouvoir qui a du pouvoir sur nous. Là où règne l'absolu d'une domination, en réalité, il y a quelque chose d'autre qui vient cadrer cette domination et qui rend cet absolu très, très, très relatif. Les lieux où l'absolu se manifeste de la manière la plus forte sont les lieux où l'absolu est aussi le plus faible en réalité, parce que c'est le lieu où l'illusion de l'absolu se manifeste, se rend visible. Les lieux qui, moi, m'intéressent sont ces lieux-là. C'est un peu ce que disait Michel Foucault, si vous voulez, lorsqu'il disait que dans le pouvoir, ce qui importe n'est pas tellement le pouvoir, c'est la résistance que le pouvoir suscite. Ou William Burroughs, quand il disait « l'important, ce n'est pas le contrôle ». Le contrôle n'existe que parce qu'il y a des limites au contrôle. Moi, ce qui m'intéresse, de manière générale, dans les institutions les plus violentes et qui nous emprisonnent le plus fort, c'est le moment où elles échouent. Et où elles échouent précisément parce qu'elles sont parfaites. C'est leur perfection qui est le lieu, d'une certaine manière, de leur échec, ou le lieu où on peut pister, observer, tracer, d'une certaine manière, leur échec. Et donc, ce que j'ai essayé de faire dans Éloge du danger, à travers la question de la prise en main, mais aussi la question de la déprise, le moment où ce que l'on prend se met à fuir entre nos doigts, comme la propriété du propriétaire romain fuit en réalité entre ses doigts, puisque ce n'est pas sa propriété, c'est la propriété de la propriété elle-même. C'est les moments qui sont les moments où s'aperçoit, je suis peut-être très optimiste, mais où s'aperçoit le fait que ça rate tout ça. Ça rate la domination, ça rate la propriété, ça rate la violence, ça échoue. C'est les moments d'échec qui m'intéressent comme, disons, ombre portée, espace que l'on a tendance à ne pas voir de la monumentalité de ce qui se présente à nous comme monumental. Je vais en rester là, mais on peut continuer sur la discussion. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Laurent. Muchísimas gracias. Bueno, yo diría que, como ha dicho Laurent, la lengua nos habla y de algún modo, entonces, si el cine es una forma de que piense el cine, nos piensa, ¿no? Yo soy también un grandísimo admirador de Godard. Creo que es un cineasta absolutamente fundamental para entender cómo piensan las imágenes, cómo nos piensan. Y creo que él ha sido el que más arqueologías al respecto ha elaborado, ¿no? Igual que Laurent ha hecho una arqueología sobre
de qué modo, ¿no? En el dominio, en la propiedad, de qué modo la seguridad y el peligro están vinculados y cómo se atraviesan nuestras existencias